On retrouve nos invités pour la suite et la fin avant de parler du Togo et de l'état d'urgence dans les savanes. Nous continuons notre voyage au pays des hommes intègres, le Burkina Faso. J'assume et je déplore toute la souffrance et les drames vécus. Ce sont les propos de l'ancien président Blaise Compaoré, Firmin Kouagbo. Vous avez une minute. Oui, j'ai une minute. Merci. Vous savez, moi, je disais tout à l'heure que nos frères burkinabés sont des frères, sont des gars très sympas. Très sympa. Ils pourront facilement accepter ce pardon et pardonner le plus simplement possible à Blaise Compaoré par rapport à ce qui s'est passé en 2014 que j'ai vécu. Moi, j'ai dit que ce n'est pas le peuple burkinabé qui a fait partie de Blaise Compaoré, c'est plutôt la France. Parce que je rappelle toujours ceci, le Blaise Compaoré, officiellement, il est tombé le 30 octobre, mais le 7 octobre, la France l'avait fait tomber. Vous allez chercher ce courrier au niveau de Jeune Afrique, au niveau de RFI. Le 7 octobre 2014, la France avait envoyé une correspondance à Blaise Compaoré. Et dans cette correspondance, il y avait 3 parties. La première partie, la France lui disait merci pour tout ce qu'il avait fait pour la France dans la région ouest africaine. Or, le gars était toujours au pouvoir. La deuxième partie, on lui proposait un poste de médiateur international. Et la troisième, de la francophonie. Et la troisième partie, on lui disait, si modification constitutionnelle il devrait y avoir, cela devrait se faire de façon consensuelle. Or, le gars était toujours au pouvoir. Et le 30 ou le 7, le 28, le 30 octobre, vous avez vu les manifestations avec le balai citoyen et il est tombé le lendemain. C'est juste dire que ce n'est pas le balai citoyen qui a fait tomber Blaise Compaoré, ce n'est pas la rue Noble qui a fait tomber Blaise Compaoré, c'est la France qui l'a fait partir. Non, alors, en fait, c'est que, oui, c'est que Firmin dit, je crois que c'est ce que tous les Africains connaissent. À leur époque, on savait que pour qu'il y ait coup d'État, voilà, justement, tout est lié derrière la France. C'est ce que tout le monde sait. Et aujourd'hui, ce que je dis, et pour lui dire que ce n'est pas la population, ou ce n'est pas les Burkinabés qui l'ont fait partie, je dis, si ce n'était pas cette modification constitutionnelle qui voulait peut-être à tout prix tenir, je ne pense pas qu'il y aurait ces grabuges-là qu'a connu le Burkina, et avant que peut-être ce qui était mis comme en guise soit peut-être mis à nu. Donc ici, moi je dis que, quoi qu'on dise, dans son développement, quand tu vois, il parle de, ce n'était pas Blaise, c'était la France, mais quand diras-tu de choses, comment l'appelle-t-on, de Gbagbo en Côte d'Ivoire? Gbagbo, tout le monde sait que c'est la France. Qu'en diras-tu aussi de Kadhafi à chose? Donc tout le monde sait que dans tous les cas, c'est la France qui est derrière. Moi, je suis en train de lier ça au pardon. C'est pour dire que le peuple burkinabé peut facilement pardonner à Blaise Compaoré. Je n'ai jamais, personne n'a été contre le pardon. Mais nous déplorons la manière dont ça a été conduit jusqu'à ce que ce pardon ne vienne en dernière position. Moi, nous disions que avant même ce pardon, après qu'on ait prononcé cette sentence-là, au moins il serait rendu. Il serait rendu à la justice. Là, on voit pour répondre. Là, on voit la crédibilité de cette justice-là. Et enfin, la crédibilité de la justice. Vous êtes sérieux? Oui, je suis très sérieux. Parce qu'il a été d'ailleurs condamné. Parce que n'est pas suivi la condamnation n'est pas suivie d'exécution. Tu peux pas donc le jour où vous serez au pouvoir, donc c'est pourquoi je dis il faut répondre. Vous agirez comme ça. Il faut départir le politique de la justice. Moi, je parle de la justice. La justice, elle doit être une justice indépendante. Aucune justice n'a jamais été indépendante. Non, c'est une ça erreur. n'existe pas. C'est une erreur. En fait, c'est une erreur. Cette question pour chuter, est-ce que cette demande de pardon va effacer la condamnation de l'ancien président Blaise Compaoré? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que la demande de pardon du président Compaoré, elle devait forcément arriver. Parce que, vous savez, il reconnaît que le Burkina est dans une situation difficile, délicate, à cause de lui. C'est-à-dire, pendant sa gestion des affaires de l'État, il n'a pas fait en sorte pour protéger ce pays-là et il croyait pouvoir continuer éternellement sa gestion. Mais malheureusement, vous savez, la nature répond toujours. Aujourd'hui, ça, on est peut-être dans la science métaphysique, mais il faut reconnaître que la demande de pardon ne va jamais effacer cette condamnation-là.
il faut que si Blaise Compaoré débarque aujourd'hui au Burkina Faso, il sera mis en prison. Ça, c'est la justice. Oui. Et je crois qu'à partir de ce moment, si il veut continuer par demander pardon, il n'a qu'à le faire. S'il veut demander une grâce présidentielle, c'est au président d'Amiba de l'accepter ou non. Mais il faut aussi voir la position des Burkinabés. Le peuple a quand même son dernier mot à dire dans ce qui se passe. On revient sur les thèmes de ce Conseil des ministres. On est au Togo, publié le 13 juin dernier, où le Conseil des ministres, au cours duquel on avait examiné et adopté un projet de décret instaurant l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes. Et on va poser la question essentielle, est-ce que cet état d'urgence a une légitimité parlementaire? On vous donne la parole, Eric Johnson. Légitimité parlementaire. Je ne sais pas pourquoi cette question est posée, mais je vais vous dire tout simplement que l'état d'urgence est réglementé dans notre Constitution. Et c'est l'article 94 de notre Constitution qui dit que c'est le président de la République qui décrète l'état d'urgence en Conseil des ministres. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, plus loin, il a dit que si cet état d'urgence doit être prolongé au-delà de 3 mois, que c'est au Parlement d'acter cela et ça va rentrer en vigueur. Et aujourd'hui, on n'est pas encore à cette étape-là. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que cet état d'urgence a été décrété 20 jours avant la vacance parlementaire. Et donc, je ne comprends pas pourquoi cette question est posée. Peut-être que mais bon, enfin, est-ce qu'il faut demander s'il y a légitimité d'abord de cette situation? Oui, parce que après le décret présidentiel, il y a eu des explications qui ont été données par le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation et des collectivités locales. Et on nous a expliqué pourquoi on a pris ce décret d'état d'urgence. Maintenant, si on doit aller devant le Parlement, c'est qu'il y aura prolongation de 3 mois, au-delà de 3 mois, parce que c'est ce que dit la Constitution. Et donc, là, le gouvernement doit aller s'expliquer devant les parlementaires, les élus, dire pourquoi ça a été fait et maintenant peut-être présenter un état des lieux par rapport à ce qui a été fait pendant les 3 premiers mois et pourquoi maintenant on demande cette prolongation. Et donc à partir de ce moment, on parlera d'une légitimité parlementaire. Est-ce que selon vous, le Parlement a son mot à dire comme Valentin Mahama? Oui, le Parlement a son mot à dire après 3 mois d'état d'urgence que le Parlement doit prendre une ordonnance, il doit avoir une prolongation, comme l'a dit Eric Danto. Mais ici, la question n'est pas encore à ce niveau à l'heure où nous parlons. Parce que pour parler d'une légitimité, il faut d'abord que, à terme, les 3 mois qu'a pris le chef de la puisque c'est une loi constitutionnelle, il faut que cette constitution-là, enfin ce décret-là, soit à terme. 3 mois et puis bon, voir si il faut aller vers le Parlement et puis voir si on peut avoir une ordonnance et tout. Mais ici, ce n'est pas encore à ce moment pour parler d'une légitimité. Mais c'est peut-être ce que je peux comprendre par rapport à cette inquiétude, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, dans l'exécution de ce décret-là par rapport à l'état d'urgence sécuritaire, est-ce que toutes les cartes sont mises à jour justement pour pouvoir parler de l'état d'urgence sécuritaire? À cette question, n'importe quel Togolais Vous voulez parler de quelle carte? La carte parlementaire? Non, en fait, ce n'est pas carte parlementaire. S'il faut parler de carte parlementaire, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas le Parlement qui donne onction pour un décret. Voilà, pour 3 mois. Il faut attendre 3 mois pour y en parler. Mais ici, je parle des cartes, c'est-à-dire que dans quelle mesure est-ce que c'était important que le président de la République prenne ce décret-là? C'est de ça que je parle. Alors,
pour le juger, il faut attendre, nous le disons, pour le juger au Parlement, avoir de la légitimité, il faut attendre 3 mois. Peut-être qu'il y aura des débats qui seront menés à ce niveau-là pour pouvoir décanter. Mais ici, je parle du cas où on a pris l'état d'urgence. Est-ce que c'était important de le prendre selon l'avis, pas du Parlement, mais des Togolais dans leur ensemble? Moi, je dis oui, n'importe quel Togolais qui a ce souci de préserver la sécurité, enfin la paix, la tranquillité du territoire, ne me dira pas le contraire. Là, nous disons qu'aujourd'hui, c'est vrai que cet état d'urgence sécuritaire était bien choisi, sauf que c'était fondé sur des mots. Parce qu'on ne voit pas la plénitude de cet état d'urgence sécuritaire. Parce que qu'est-ce qu'on a mis dans état d'urgence sécuritaire? Et depuis qu'on a décrété cet état d'urgence sécuritaire, on n'a pas vu des changements de comportement au sein de cette population, au sein de cette localité-là, qui devait adopter d'autres comportements différents d'un milieu où il n'y a pas d'état d'urgence sécuritaire. Vous pensez qu'il y a un manque de communication? Non, il y a d'abord manque de communication, beaucoup. D'ailleurs, même beaucoup est centré sur manque de communication, parce que si nous avons vu des bavures qu'a connu cette population entre-temps et qui a été reconnue par l'armée. Non, attention, il ne faut pas parler de bavure. Attention. C'est une erreur. Oui, une erreur d'appréciation, oui, mais erreur, faut pas. Je suis d'accord. Quand on parle de bavure et que moi je réponds, c'est comme si je représentais le gouvernement. Non, parce que il faut bien choisir les mots. Et quand on parle de bavure, c'est clairement autre chose. C'est quand on fait exprès de tirer sur les gens devant Eric, une situation donnée. Eric. Mais là, on ne peut pas parler de bavure. Oui. Parce que là même, on a vu une colonne de gens, on a tiré dessus. Sur elle. Oui. Ici, Mais par exemple, on ne peut pas parler de nous n'allons bavure. pas rester dans le vocabulaire d'erreur. Ici, il y a déjà parce une que erreur. En le disant comme ça, bavure, vous savez, c'est des enfants de Togolais qui ont été tués. Quand on parle ainsi, ça remonte. Non, ça fait très mal. Ça fait très mal. Non, ça fait très mal. Ce n'est pas une gaieté de joie pour quelqu'un. Voilà, c'est vrai. Se présenter. C'est vrai. Les mots doivent être bien choisis. Vraiment. Pour ne pas peut-être fistrer encore plus. Oui. Ce que nous disons par rapport à cette erreur, je crois que s'il y avait le suivi de cet état d'urgence sécuritaire, il n'y aurait pas sortir. Voilà, il n'y aurait pas ces travers-là que nous avons connus. Mais ce que nous disons, il faut vraiment communiquer. Il faut sensibiliser la population par rapport à comment se prendre en cas d'état d'urgence sécuritaire dans un État. Et donc, moi, je me dis aujourd'hui que c'est par rapport à tout ça là que, au soir des 3 mois qu'a pris le président de la République du décret en application, au soir de 3 mois, on verrait si il doit y avoir prolongation, le débat serait au Parlement et on verra s'il faut encore donner ou bien réajuster peut-être pour donner une autre forme à cet état d'urgence dans sa plénitude. Vous imaginez la réaction du Parlement à venir, Firmin Teko Ago, après les 3 mois? Oui, moi je souhaiterais même que le Parlement proroge, parce qu'on n'a pas encore maîtrisé la situation au nord. On ne sait pas comment ça se passe. Parce qu'avant, peut-être qu'on mette fin à cet état d'urgence, il faudrait que le gouvernement soit sûr que les terroristes sont déjà bien combattus et qu'ils sont très loin du pays. Parce que sans cela, si on met fin à l'état d'urgence sécuritaire et puis on permet à tout le monde de vaquer librement à ces occupations, on risque d'être surpris à l'avenir. Donc moi je souhaiterais même déjà que le Parlement à l'avenir, lorsque les 3 mois seront écoulés, que le Parlement fasse un effort pour proroger cela. Parce qu'on en a besoin, on ne maîtrise pas ça. C'est la 2e fois que nous sommes attaqués et cette attaque-là est des plus violentes aussi. C'est la 2e fois parce que quand peut-être on n'était pas encore né, on parlait de l'attaque terroriste de 1986, du 23 septembre 1986, alors que les attaques terroristes que nous connaissons, ça change de format. Le format même diffère de ce que nos papas ou nos grands frères ont vécu. Donc ici, on a besoin de cet état d'urgence. Vous savez, quand on parle d'état d'urgence sécuritaire, l'état d'urgence sécuritaire, c'est quoi? C'est une mesure exceptionnelle dans des circonstances exceptionnelles. Donc le Nord est en train de vivre, surtout la région de Sabane est en train de vivre une circonstance exceptionnelle. Donc il faut des mesures exceptionnelles. Donc, et parlant de mesures exceptionnelles, il faut que ces mesures-là soient expliquées, explicitées aux populations.
Est-ce que les habitants de cette région du Nord savent ce qu'on appelle état d'urgence? Que le contenu soit expliqué de long à large, sur tous les médias, quotidiennement, que cela soit expliqué à tout le monde, qu'il y ait des sensibilisations. On voit des organisations de défense des droits de l'homme aussi qui sensibilisent déjà, c'est bien. Il faut qu'il y ait d'autres sensibilisations. Moi, vous savez, je vais faire une confidence, je suis apprêté à aller organiser une petite rencontre au nord, à Dapan, pour expliquer un peu. À Dapan dans les savanes, bien sûr, mais j'avais manqué de moyens. Sinon, moi, j'allais déjà jouer ma partition. Vous savez, vous voyez comment le centre là, ça bouge, ça réfléchit un peu. La publicité de son centre. C'est pour dire. La direction commerciale. Pardon? Passer par. Ah, d'accord. Donc, le centre a besoin de moyens, donc nous avons besoin que les gens nous soutiennent. Donc, ceux qui nous suivent là, qui nous soutiennent, s'ils ont un peu de moyens. Donc, c'est pour dire que... Non, c'est pour dire que l'état d'urgence sécuritaire, moi je souhaiterais que le gouvernement l'explique réellement aux populations. La société civile fait sa part. Nous, journalistes, on fait notre part. Mais en langue locale, en langue Moba, en langue de la région des savanes, que ça doit s'expliquer à tout le monde, aux enfants, partout, dans les écoles. Et aussi, on pourrait même associer les responsables communaux, c'est-à-dire que les mairies s'en chargent, que les communes s'en chargent, qu'ils expliquent, qu'ils organisent régulièrement des réunions avec des leaders communautaires, des jeunes, des femmes, les présidents de marché, les femmes, les présidents de femmes, groupes de femmes, ainsi de groupes folkloriques. Finalement, avec tout le monde. Avec tout le monde. Donc, si on arrive à faire ça, je pense que ça va beaucoup évoluer. Non, je crois savoir que... Si vous permettez, je vais terminer, si vous permettez. Vous ne perdrez pas le fil. Donc, pour dire que, vous savez, avec cette histoire d'attaque terroriste, le Togo est en train de subir. Et on voit que le gouvernement fait assez d'efforts. Moi, je n'ai pas de reproche à faire au gouvernement. Moi, je l'encourage juste. Et surtout, j'encourage nos forces de défense et de sécurité. Je les encourage. Qu'elles continuent, bien sûr, ces forces. Et qu'elles sachent que nous sommes avec elles. Qu'elles sachent que nous sommes avec elles. Et que la population du Nord aussi sache que nous sommes avec elles. Alors, vous avez maintenant la parole. Non, ce que je voulais dire, au fait, c'est qu'à chaque fois que nous disons qu'il y a un déficit de communication, l'on ne nous comprend pas. Vous avez vu le passage du chef de l'État qui a eu à échanger avec l'ensemble de son gouvernement, les leaders d'opinion, les chefs de village, etc. Ça a beaucoup changé le comportement de nos compatriotes au Grand Nord. Et donc, c'est tout ce qu'on leur demande. C'est ce qui devait se faire en amont, avant même ce décret. Mais aujourd'hui, que nous sommes en difficulté, tout le monde se déplace pour aller vers les gens, pour leur expliquer, oui, on en a besoin. Mais il faut toujours prendre soin de le faire en amont avant que la situation ne se dégrade. Moi, ma position, elle est toujours claire. Hein. Aujourd'hui, il faut reconnaître que ces gens, ils sont à la recherche de territoires où ils pourront décoller pour aller commettre leur forfait un peu partout dans la sous-région. Vous imaginez quand les annonçait à l'est du Burkina, et aujourd'hui, hier, ils étaient au centre. Aujourd'hui, ils sont au sud. Et on parle de presque 40% du territoire burkinabé qui sont en train d'occuper. En réalité, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour instaurer un État dans un État, mais c'est pour pouvoir faire passer leurs produits de trafic et tout. C'est des trafiquants. Et derrière, il y a des gens qui viennent recruter. Ceux-là, ils peuvent aller sur le terrain, on peut les tuer, mais derrière, il y a des gens. Et je dis que très souvent, comme le dit l'adage de chez nous, quand un sorcier vient attraper dans votre maison, c'est qu'il y a une complicité. C'est que là, il y a des gens qui sont complices et qu'il faut forcément et rapidement saisir et arrêter. Parce que il faut aller sinon, à la source également. Oui. Qu'est-ce qui cause cette complicité? Pourquoi les gens collaborent avec ces terroristes peut-être? Ben, il y a plusieurs raisons. Le gouvernement lutte contre ça. Et il faut vraiment lutter contre ces gens. Mais il faut que nous... Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est au sud, ils sont arrivés.
ça veut dire que nous ne sommes pas épargnés en étant au sud. Et au Ghana, c'est au nord. Mais après, ils sont arrivés un peu vers le centre. Donc ça veut dire que c'est des gens qui fonctionnent d'une manière un peu imprévisible. Et donc, nous tous, nous devons être dans ce combat. Parce que c'est un combat de tous les jours désormais contre le djihadisme, le terrorisme. Firmin Teko l'a dit, la collaboration, elle doit être faite avec tout le monde, même avec le Parlement. Quel mot il a à dire selon vous? Non, le Parlement a un mot à dire, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au Parlement, c'est quoi? C'est les représentants du peuple. Et donc, avec leurs vacances parlementaires, c'est le lieu de rencontrer leur base, leur expliquer les fondamentaux, les raisons fondamentales pour lesquelles il faut serrer les coudes autour de ce fléau-là qui est une guerre asymétrique. Et là, nous disons que le député, c'est vrai qu'il légifère les lois, il fait tout, mais ne doit pas rester dans sa caserne. Il doit sortir, il doit aller vers la population. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a la décentralisation qui est rentrée dans sa plénitude avec les élus locaux, les maires qui doivent faire un travail de terrain, qui doivent baliser des trucs, mais également comment l'appelle-t-on, les députés, les parlementaires aussi doivent aller vers les siens parce qu'il ne faut pas attendre, nous l'avons dit. Et quand vous montez vers le nord aujourd'hui, le plus souvent nous l'avons dit, il y a des disparités inouïes qui frustrent même la population parfois. Ils viennent, c'est juste au niveau des conquêtes électorales, ils partent, ils ne reviennent plus. Il faut aplanir, je crois, ces divergences-là. Il faut être proche de sa population. Ça inspire confiance. Vous savez, quand on dit il faut un travail de collaboration, je crois à mon avis que ce travail de collaboration est sujet à polémique. Parce que pour parler de collaboration, il faut d'abord une confiance. Parce que je ne peux pas collaborer avec quelqu'un avec qui je n'ai pas de confiance. Alors, qu'est-ce qui crée la confiance? La confiance, c'est parce que quand vous voyez que de toi à moi, il n'y a rien d'écart entre toi et moi, il n'y a rien qui puisse me permettre de t'approcher, même pour te connaître ou pour t'approcher, c'est difficile. Parce que pour ce faire, je crois que c'est les autorités locales qui créent cette confiance-là, en ne créant pas des distensions entre eux et la population qui vivent dans le milieu. Je le dis pourquoi. Aujourd'hui, vous allez voir que quand vous arrivez dans votre milieu et vous êtes très difficilement vous êtes accessible aux gens, et les gens ont peut-être envie de vous poser certain nombre de problèmes pour que vous preniez en considération. Et c'est difficilement que vous acceptez des gens là. Ils ont des choses engagées. Bref, il faut être proche de la population, surtout les parlementaires, justement, parce qu'ils sont des élus du peuple. Effectivement. Donc là, il faut vraiment jouer sur cette fibre-là pour que chacun joue sa partition. Parler d'une collaboration, c'est tout un ensemble. Et ce n'est pas seulement au niveau national. Il faut chercher entre-temps à créer cette collaboration avec les États proches. Je parle du Burkina. Aujourd'hui, nous sommes menacés parce que le Burkina a perdu un certain nombre de pourcentage du contrôle de sa population. Et il y a toujours ces djihadistes-là qui viennent assiéger là-bas et font des incursions vers nous et nous menacer. Moi, je pense qu'il est important que cette collaboration, entre-temps, ce qu'ils avaient créé, le Togo, le Burkina, le Ghana, et qui avait marché, qu'on peut quand même réactiver cela. Je crois que même il n'y a pas de sacrifice pour ça. Ils mettront les moyens dans ce sens-là. Au lieu que d'attendre que peut-être Emmanuel Macron vienne vous dire que non, je vais vous apporter des matériaux de guerre pour pouvoir lutter contre le djihad. Je pense qu'au niveau local, au niveau de l'Afrique, nous pouvons former un front commun pour lutter efficacement contre le djihadisme-là, en demandant justement un apport en matériel et non en ressources humaines. Vous savez, oui, je veux ajouter quelque chose, aller dans le même sens que Eric Johnson, qui a applaudi des 2 mois tout à l'heure, la rencontre que le chef de l'État a eue avec les populations du Nord. Moi aussi, j'applaudis ça des 2 mains. Moi, j'applaudis aussi des 2 mains. Moi, j'applaudis des 2 mains. Non, j'ai juste apprécié je suis dans votre la réaction des populations après ce passage. Ouais, moi, j'applaudis des 2 mains. Cette initiative-là, je l'assume.
parce que ces genres d'initiatives sauvent ou pourront même sauver beaucoup de situations. Entre-temps, en 2018, au temps fort de la crise, on avait annoncé ce genre de rencontre que le chef d'État devrait avoir certaines populations, ou les populations du Togo, du nord au sud. Mais après, cela avait été avorté, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il faut il faut reprendre. Il faut que le chef de l'État, il est dans son premier mandat de la nouvelle constitution, de la constitution révisée. Donc, il serait intéressant que le chef de l'État multiplie ces genres de rencontres sur toute l'étendue du territoire. Moi, je voudrais que le chef d'État fasse du show, qu'il descende dans les marchés, qu'il descende dans les universités, qu'il cherche à rencontrer les jeunes, qu'il leur parle, que les jeunes touchent leur président de la République, qu'il les touche physiquement. Donc, avec ça, qu'il fasse du show, qu'il fasse du buzz. Donc, ça sera beaucoup plus intéressant. Qu'il fasse, on voudrait voir un chef d'État comme un Macron qui retrousse ses manches. On voudrait voir un chef d'État comme un Barack Obama. Donc, c'est ce qu'on voudrait, ce que moi je souhaiterais. Ça sauve des situations parce qu'il y a des gens qui vont peut-être mourir sans avoir rencontré physiquement le chef de l'État. Donc, c'est ce que nous souhaitons. Ce que vous avez fait, Monsieur le Président de la République, ce que vous avez fait au nom, vous devez multiplier ça sur toutes les traditions nationales. Un message de la République. Merci beaucoup à vous. C'est la fin. Le train est arrivé à la gare. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson, journaliste et directeur de publication de l'Union. Merci beaucoup à vous. Merci également à Komi Valentin Mayaba, journaliste et également directeur de publication de Le Symposium. Oui, merci pour l'invitation. Merci également à Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Le centre, il va bien? Oui, le centre va bien. Je vous ai filé un peu une petite confidence. Donc, nous sommes en train de travailler. Nous cherchons juste de petits moyens pour pouvoir travailler, à sensibiliser les gens, aider à donner plus de visibilité aux actions du Togo à l'interne qu'à l'extérieur aussi. Je vais vous filer également, je vais vous amener à la direction commerciale tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À bientôt.